L'enjeu de cette élection, c'est qu'ils veulent créer un poste de vice-président de la République où quelqu'un sera nommé. Donc, nous courons maintenant le risque que le troisième président de la République ne soit pas choisi par le peuple camerounais. And I see myself as the next Anglophone president. And we're going to solve this crisis through dialogue, without violence, over 3 days. Il arrive sur la scène politique nationale avec un objectif clair, construire un avenir meilleur pour les Camerounais. Eh bien, né en 1974, il quitte le pays pour suivre un cursus d'ingénieur à la prestigieuse École centrale de Paris, ensuite une maîtrise à l'Université McGill Québec, Canada, et finalement un doctorat à l'Université de Cornell à New York. Après 22 années au sein du Fonds monétaire international, Jacques Bougar-Hagbey est un de ces Camerounais qui a parcouru le monde et qui espère transformer le pays, non pas par un coup de baguette magique, mais fort de son expérience et de sa maîtrise des rouages de la finance internationale. Aujourd'hui, il est parmi nous. Nous allons découvrir qui il est vraiment, sa vision pour le Cameroun, mais surtout les solutions qu'il propose pour améliorer le quotidien de tout un chacun. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre un entretien et un échange plutôt riche et porteur de perspectives futures pour l'avenir du pays. Ceci dans une interview spéciale présidentielle. Docteur Bougar-Hagbey, bonsoir. Bonsoir Madame Sayan, bonsoir à votre équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs qui me font l'honneur de me regarder en ce moment. Vous arrivez sur la scène politique nationale, je le disais tout à l'heure, mais les Camerounais ne vous connaissent pas. Est-ce que vous en avez conscience? Pendant longtemps, j'ai été économiste au Fonds monétaire international et en tant que fonctionnaire international, j'avais un devoir de réserve. J'avais un devoir de réserve qui c'est très important. C'est un peu comme les militaires, les policiers et les gendarmes au Cameroun. Okay. Ils ont des opinions, ils travaillent pour la nation, mais ils ne peuvent pas parler. Dans mon cas, j'écrivais beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai consigné toutes les idées que j'avais dans ce livre de près de 500 pages intitulé « Cameroun, proposition pour un nouveau départ » que j'ai ensuite condensé dans cette synthèse d'une quinzaine de pages, qui est déjà disponible sur le site de campagne www.bouga2025.net. Et j'ai résumé cela en plus, encore un peu plus, dans ce prospectus d'une page français-anglais, le nouveau départ. Que les téléspectateurs peuvent voir juste derrière. Justement, et qui peuvent voir là juste derrière. Donc voilà un peu comment je consignais mes idées, tout ce que je voyais au Cameroun et ailleurs. Parce que n'oubliez pas, au Cameroun, j'étais aussi un agriculteur, donc en 2014. J'ai monté une structure agricole qui m'a permis de revenir, d'avoir un pied au Cameroun. En fait, j'avais un pied au Cameroun, un pied à l'extérieur. À l'extérieur. Justement, donc, parlons de vos attaches au Cameroun, de votre enfance, vos études primaires, secondaires. Oui, c'est ici que je suis né, la Cité SIC. Ça, c'est ma maison. Bon, c'était pas comme cela quand je suis né. J'ai dû transformer après. Mais c'est mon cordon ombilical est enterré ici. Donc, on m'a d'abord inscrit à l'école maternelle qui est juste en face là. Donc moi, quand je me réveille tous les matins, je vois mon école maternelle. Ensuite, mes parents m'ont emmené à l'école EPC Sion, un peu plus haut, un peu plus loin. Et après, je suis allé à l'école publique de la Cité SIC, qui est un peu de l'autre côté, vers le Stade Marion, pour ceux qui connaissent la Cité SIC. Oui, je suis un enfant de la Cité SIC, 100%. Et après, à l'école publique, je suis allé au CES de la Cité de Palmier. D'accord. Un peu plus loin, après Ndokoti. Ce CES est devenu lycée. Lycée de la Cité de Palmier. Lycée de la Cité de Palmier. Donc nous sommes la première génération. Oh, ok. Oui, c'est nous qui avons inauguré le lycée. D'accord. Et après le lycée, j'ai eu la chance d'aller faire les classes préparatoires aux grandes écoles en France. Au lycée Jean-Baptiste Corot d'abord à Savigny-sur-Orge, en banlieue parisienne, et le lycée Louis-le-Grand à Paris même. Après le lycée Louis-le-Grand, j'ai intégré l'école centrale de Paris, où j'ai eu la formation d'ingénieur. Et après Centrale Paris, je suis allé au Canada, à l'université McGill, au Canada. Après le Canada, le master, je suis allé aux États-Unis à l'université Cornell. Et tous ces déplacements-là avaient pour seul objectif d'avoir la meilleure éducation possible, la meilleure expérience possible,
d'intégrer une organisation internationale comme le Fonds monétaire qui allait me permettre de revenir au Cameroun. Justement, comment on intègre le FMI? C'est assez particulier. Oui, ils ont deux voies principales. Il y a la voie, entre guillemets, standard, celle qu'ils appellent Economist Program. Donc, ils recrutent directement les étudiants sortis de l'université. OK. C'est une trentaine par an, à peu près. Trentaine, cinquantaine par an. Pour renouveler leur pool d'économistes. Et l'autre voie, c'est le mid-career, ce qu'ils appellent mid-career. Ce sont des gens qui ont un peu d'expérience d'économistes, qui ont travaillé en tant qu'économistes, qui recrutent souvent à divers postes au FMI. Donc, ce sont généralement les deux manières d'aller au FMI. Bon, parfois, ce sont des nominations, soit du directeur général comme la directrice générale, qui est nommée souvent par le conseil d'administration, soit après sélection, après interview de sélection, soit la nomination du directeur général même, qui peut nommer par exemple quelqu'un directeur d'un département. Donc voilà un peu comment on intègre le FMI. Quand vous quittiez le Cameroun pour l'étranger, pour Paris, notamment, vous aviez quel âge à l'époque? C'était en quelle année? 93, je crois que j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, juste après le baccalauréat. Et en fait, je voulais vraiment devenir ingénieur. Mais une fois arrivé en Occident, je me suis rendu compte qu'être ingénieur seulement allait me forcer à rester en Occident. D'accord. Oui, parce que en fait, quand vous partez, oui, vous voulez partir parce qu'il y a des problèmes. Mais une fois que vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que ce n'est pas le monde qu'on vous décrit ici. Qu'on vous décrit. En tout cas, moi, dans mon cas, très vite, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Parce que c'est un peu comme votre pays qui vous attire encore. Et vous vous rendez compte que, quel que soit ce que vous faites là-bas, vous ne serez jamais chez vous. Mais c'est ce que les gens oublient. Quel que soit ce que vous faites, vous ne serez jamais chez vous. Chez vous, c'est au Cameroun. Et après, je me suis dit, bon, il y a peut-être aller en économie me permettrait non seulement de rentrer chez moi, mais aussi de contribuer au développement du pays. Et donc, vous ne voulez pas juste rentrer à la retraite, faire votre agriculture, je la fais, mais vous voulez aussi contribuer au changement du pays. Parce qu'il y a des solutions qui sont très simples. Tous ces problèmes qu'on voit là, ils paraissent gros, mais non, on les résout en moins de 2 ans, la majorité. Je vois. Et en ce qui concerne votre famille, comment est-ce qu'elle a vécu? Déjà, vous êtes issu de quel type de famille? Combien de frères, sœurs et tout? Oui, de ma mère, on a un frère et 3 sœurs. Mais avant, mon père avait d'autres enfants, donc famille un peu plus grande. Bon, moi, personnellement, vie personnelle, je suis divorcé avec 3 enfants. Mais bon, j'espère réintégrer le monde du mariage bientôt. Bon, on verra. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Alors, maintenant qu'on a brièvement évoqué l'homme derrière le politicien, allons directement discuter avec l'homme politique. OK. Déjà, comment vous vient l'idée de dire « je veux être président de la République » Comment cette idée vous a germé? Non, ce n'est pas comme cela. Ce n'était pas dans ce sens-là que je regarde les choses. OK. Quand j'ai viré en économie, mon souci était d'abord de résoudre les problèmes des gens. Voilà pourquoi ce livre, j'ai commencé à l'écrire, je pense, j'étais au Canada en 98. Quand j'ai commencé mes premiers cours d'économie, quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'est l'économie. Et le premier chapitre que j'ai écrit de ce livre, c'était sur l'emploi. C'était sur l'emploi. Et je le dis pour que les gens comprennent pourquoi j'ai viré en économie. C'était avant tout pour contribuer à trouver des solutions aux problèmes des gens. Donc, le premier chapitre que j'ai écrit dans ce livre, c'était sur l'emploi. D'accord. Et c'est encore là, les premières écritures. Il y a tout un chapitre sur l'emploi. Et donc, l'idée de départ, c'est comment on va résoudre les problèmes des gens. Mais au fur et à mesure que je travaillais au FMI, je voyageais dans les pays, nos interlocuteurs étaient les ministres. Et parfois, il nous arrivait d'avoir des situations où le ministre vous dit « je suis d'accord avec vous », mais seul le président de la République peut résoudre ce problème. Parce que c'est une réforme multisectorielle, c'est au-dessus de moi. Donc parfois, on allait voir le président de la République pour lui expliquer. Lui, très souvent, il ne comprenait rien à l'économie. Il avait d'autres considérations purement politiciennes. Et c'est ce qui se passe très souvent. Ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est que celui qui doit prendre les décisions a d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec très souvent l'intérêt de la nation. Alors je me suis dit, fort de cette expérience, ce que je mets là, toutes les réformes, vous voyez, je parle de tous les secteurs. Vous verrez, prenez un domaine, j'ai une réponse. Parce que la réponse est déjà là.
Et voilà pourquoi je parle avec aisance de presque tout. Alors, je me suis dit, si on vise seulement le poste de ministre ou de député ou de conseiller, vous n'allez pas faire grand-chose. Il faut viser le poste qui vous permet de mettre en œuvre les réformes qui s'imposent à nos pays. Parce que développer le Cameroun, ce ne sera pas un seul secteur. C'est un problème systémique, c'est un problème global. Et pluridisciplinaire. Et pluridisciplinaire. Il faut le prendre par tous les bouts. Okay. Seul le président de la République peut impulser de telles réformes. On vous a dit, si je veux être plus efficace et vouloir implémenter toutes les idées que j'ai en tête, il serait mieux que je sois à ce poste-là qui me permet de bien d'agir. Oui, ces réformes sont interagistes. Mais revenons un peu sur cet ouvrage, Jacques Bouga Hagbé, Cameroun comme Cameroun en allemand. Cameroun, proposition pour un nouveau départ, qui est donc il faut dire Cameroun avec K. Oui, oui, c'est vrai. Cameroun avec K. 15 000 francs CFA pour les propositions pour un nouveau départ. Auteur étant Jacques Bouga Hagbé, mesdames et messieurs. Alors, revenons donc sur votre site de campagne. Je le disais, c'est www.bouga2025.net. Dans la section politique pour renforcer la productivité et le contrôle de l'administration publique et la lutte contre la corruption, il est mentionné. Nous numériserons toute la chaîne de travail de l'administration publique. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, il y a énormément de paperasse dans notre administration publique. Et cette paperasse est inutile, elle est coûteuse, elle ne permet pas de bien définir les responsabilités et elle conduit à la corruption, donc à la mauvaise gouvernance. Si on veut vraiment attaquer le problème de corruption, si on veut vraiment attaquer le problème de l'inefficacité dans notre administration publique et le problème de la redevabilité des fonctionnaires, il faut numériser toutes les procédures de sorte à ce qu'il y ait une traçabilité et une transparence dans la chaîne de responsabilité. Presque tous les documents que vous demandez, dont vous avez besoin dans l'administration publique, peuvent être obtenus en ligne. Presque tout. Là, un bon exemple, une institution publique qui a pris cette voie, c'est la Direction générale des impôts, la DGI. Beaucoup de choses peuvent être faites. En effet. Directement en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, ce qu'on a appliqué à la DGI peut s'appliquer dans toutes les administrations publiques. Pensez à une seule pièce, vous pouvez l'obtenir. Et l'élément clé de cette réforme sera le fichier unique, c'est-à-dire une application de l'État que nous mettrons sur pied avec une reconnaissance faciale pour vous permettre à vous tous d'avoir accès à tous les documents publics dont vous avez besoin. Ce sera une application qui sera disponible sur les téléphones que l'État vous aidera à obtenir. Donc cette numérisation, je la mettrai sur pied très très rapidement parce que les téléphones dont je parle auront l'application où l'accès à Internet sera gratuit parce que l'État mettra Internet à la disposition, enfin un peu partout au Cameroun, en moins de 6 mois, ça se fait. Internet, ce sont juste des antennes qui prennent le signal et le diffusent. Bon, alors, comment ça se fait que ça n'a pas été fait jusqu'ici? Bon, volonté. Pourquoi les routes sont dans cet état? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on ne peut pas entretenir nos routes? Non. Vous savez, en dehors des métropoles, il est difficile d'avoir de l'accès à Internet dans d'autres Oui, mais parce que voilà pourquoi je vous dis. Oui, le Cameroun, c'est 360 communes. Vous mettez 10 antennes par commune, bien placées. Vous arrosez toute la commune. Donc ça fait 3600 antennes qu'il faut mettre. C'est l'État qui passe la commande et paye les compagnies sur 3-4 ans. Généralement, ça se fait en moins de 6 mois. On met Internet partout au Cameroun. Okay? Qu'on ne vous trompe pas. Parce que l'État lui-même sera un grand consommateur d'Internet. Et cette numérisation de l'État permettrait de réduire les coûts. Parce qu'il faut juste identifier les étapes clés, les numériser et mettre tous ces documents disponibles en ligne avec les codes barres. Un peu comme la DGI fait. La DGI a un code barre. C'est le même modèle. Okay. Et donc, on règle cette affaire très vite. Toujours dans votre programme, nous introduirons le plan de travail présidentiel qui devra être organisé par objectifs, biens et services permettant d'atteindre les objectifs et les activités permettant de produire ces biens et services. Nous baserons l'évaluation des employés de l'administration publique sur leur performance dans les activités du plan de travail présidentiel qui les concerne. Nous introduirons un système de notation qui devra sanctionner ces évaluations. Alors, ceci ressemble beaucoup à une gestion d'entreprise. Exactement.
Est-ce que vous pensez que l'État devrait être géré comme une entreprise, en fait, piloté comme une entreprise avec des objectifs? Oui, exactement. C'est pour cela d'ailleurs, si on veut vraiment lutter contre la corruption, il faut revoir l'échelle des salaires dans la fonction publique. Moi, je compte aligner l'échelle des salaires de la fonction publique au salaire du secteur privé, c'est-à-dire à compétence égale, à niveau de responsabilité égale. Un employé du secteur public gagnera à peu près 80 à 85% de ce qu'il aurait gagné dans le secteur privé. Qu'il n'y a pas de différenciation entre le secteur privé. Oui, il y a une différenciation de 10-15% quand même, 15%. Parce qu'il ne faut pas que l'État entre en compétition avec le secteur privé. C'est le secteur privé qui va guider les salaires de l'État. Donc, il y aura des enquêtes régulièrement. Des enquêtes des salaires dans le secteur privé. Et sur cette base, l'État va fixer l'échelle des salaires dans le secteur public. Oui. Donc, c'est le secteur privé qui va guider le secteur public. Maintenant, comme maintenant on a aligné ces salaires sur le secteur privé, on doit les employer, on doit employer les fonctionnaires comme s'ils étaient dans une entreprise privée, avec des responsabilités bien définies. Maintenant, qu'est-ce qui va guider l'action du secteur public? Ce sera le plan de travail présidentiel. Il est présidentiel parce que c'est le président le premier responsable. Mais c'est un document, je dirais, stratégique et opérationnel qui devra être signé par le président de la République et tous les membres de son gouvernement. Et dans ce document, vous avez des objectifs stratégiques, vous avez des objectifs opérationnels ciblés, mesurables tous les 6 mois. Par exemple, si vous dites, dans 6 mois, si on est le 1er janvier, vous dites d'ici le 30 juin, je veux construire 400 écoles dans tel département ou dans tel autre département, ou 500 km de route, ou ainsi de suite. Ça doit être écrit clairement et ce serait évalué tous les 6 mois par une agence spécialisée qui va, une autre agence constitutionnelle, l'agence de suivi du plan de travail présidentiel, qui va préparer des rapports tous les 6 mois pour dire si le président de la République et son gouvernement sont en train d'atteindre les objectifs qui se sont eux-mêmes fixés dans le cadre du plan de travail présidentiel. Une autre mesure que vous proposez, c'est de supprimer le Sénat et le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Redondance. Redondance. Nous devons un peu simplifier notre système institutionnel. Je ne vois pas ce que le Sénat fait que le Parlement ne peut pas faire. Ne peut pas faire. S'il y a une dimension de contrôle de l'activité publique, de l'exécutif qui n'est pas prise en compte par l'Assemblée nationale, alors autant agrandir l'Assemblée nationale et qu'elle absorbe le Sénat. Donc on peut passer de 180 à 300 députés, pourquoi pas. Pourvu qu'on sache exactement ce que ce Parlement, cette Assemblée nationale va faire. D'accord. Pour le Conseil constitutionnel, c'est la même chose. La Cour suprême faisait son travail avant sa mise sur pied. Donc la Cour suprême, la nouvelle Cour suprême d'ailleurs dont je parle, pourra absorber le Conseil constitutionnel et peut-être créer en son sein une direction des affaires constitutionnelles. D'accord. Alors, nous allons poursuivre. Vous proposez de donner au juge le pouvoir de destituer le président. C'est une réforme plutôt radicale. Non, elle n'est pas radicale, elle s'impose. Elle s'impose parce qu'on a vu malheureusement les présidents violer la loi. Violer la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi, même le président de la République. C'est qu'aucune sanction n'est prévue en cas de violation de la Constitution par le président de la République. Ici, dans ce cas, avec la réforme que je propose, dès que le président, par exemple, lance la procédure, si par exemple le texte dit « cet article n'est pas modifiable », dès que le président lance la procédure pour modifier ce texte, il est automatiquement destitué par la Cour suprême après une simple opinion judiciaire. La Cour suprême ne sera pas toute puissante, contrairement à ce qu'on pense. Elle pourra, les juges de la Cour suprême et la Cour suprême elle-même, en tant qu'administration publique, pourrait être jugée par un jury populaire, c'est-à-dire vous. En cas de vacance du pouvoir, vous proposez que l'intérim soit assuré par le président de la Cour constitutionnelle. Cour suprême. Pardon, par le président de la Cour suprême, alors que dans la Constitution actuelle, ce rôle est dévolu au président du Sénat en premier, et ensuite au Premier ministre en second. Bon, si ça doit juste passer de Pierre à Paul, en quoi est-ce fondamental pour le pays? L'idée ici, c'est quoi? C'est que très souvent, les hommes politiques veulent manipuler les choses pour rester au pouvoir, une fois qu'ils y sont. Voilà d'ailleurs pourquoi les Camerounais doivent faire attention avec cette élection. Il ne s'agit pas ici de Paul Biya. 2025, ce n'est pas Paul Biya. Il a plus de 90 ans, 93. Ce n'est pas Paul Biya. L'enjeu de cette élection,
c'est qu'ils veulent créer un poste de vice-président de la République où quelqu'un sera nommé. Donc, nous courons maintenant le risque que le troisième président de la République ne soit pas choisi par le peuple camerounais. Donc, parce qu'une fois que ce vice-président est nommé, Paul Biya étant assez âgé, une fois qu'il n'est plus là, c'est ce vice-président que vous n'avez jamais choisi et que vous ne connaissez même pas, qui devient automatiquement président. Aïdjo n'a jamais été choisi par le peuple camerounais. Paul Biya n'a jamais été choisi par le peuple camerounais. Il ne faudrait pas que le troisième président, lui aussi, ne soit pas choisi par le peuple camerounais. Et c'est important, justement, que ce soit plutôt un homme de loi, un juge, qui conduise la transition, parce qu'elle est très courte. Et ici, je parle d'un poste de président de la République par intérim, qui, de par la Constitution, n'est pas le même que le poste de président de la République. Ce sont deux fonctions différentes. Le président de la République par intérim, qui sera le juge de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, n'aura pas de salaire pour cette fonction. Il n'aura pas d'immunité. Il ne pourra pas entrer au palais présidentiel, donc il ne pourra pas entrer au palais d'étudiants. Il devra travailler à partir de son bureau. Il ne pourra pas procéder à un mouvement dans les corps des forces armées, de la gendarmerie et de la police. Donc, il ne pourra pas organiser des référendums, il ne pourra pas organiser l'élection qui ne soit pas l'élection présidentielle. Donc, en gros, c'est une fonction qui est vidée complètement de tout le prestige de la fonction présidentielle. Et pourquoi c'est vidé de tout le prestige de cette fonction? C'est parce que justement, on ne veut pas que le président de la République par intérim essaye d'y rester. Ça doit être une fonction indésirable, hein, que ce président de la République par intérim organise très vite la succession et qu'il s'en aille et retourne à sa fonction de juge. Voilà, à cause. Alors, nous allons entrer dans un univers hypothétique. Au soir des résultats, après le vote, et dans quelques jours, M. Jacques Bougar Agbay est élu président de la République. Quelles sont les 3 premières mesures immédiates que vous prenez pour impacter le quotidien des Camerounais dès le lendemain? Oui, il y a Bon, déjà, il faut régler la crise du Nozo. Il faudra la régler très vite. Donc, avant la promulgation, avant la finalisation de la nouvelle constitution, je vais organiser une conférence sur l'unité nationale avec les anglophones. And I will chair it myself, that conference. It's going to be a 3-day conference that I will chair myself because I'm an anglophone myself through my education. Okay, that title, doctor, is a PhD. It's entirely in English. There's no single word of French in that. So I see myself as an anglophone as well. And I see myself as the next anglophone president. And we're going to solve this crisis through dialogue, without violence, over 3 days. On the first day, we'll identify all causes of this conflict. All of them. We're going to list them all. On the second day, we'll identify solutions that will help us address the causes of this conflict. And on the third day, we'll decide on which solutions will be in the Constitution to ensure that we resolve this issue once and for all, and which solution can be in non-constitutional laws. So this is how we're going to handle it. It's going to be an inclusive conference. Those who are currently in jail will also be able to join us through video conference. And we're going to speak as brothers and sisters. And I will be there all the time. I will not do what candidate Biya did last time. He sent a minister or prime minister and he never showed up, not even for 5 minutes. And I will be there all the time to help fix this issue together as a family matter. Donc, nous allons régler ce problème d'abord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce sera la numérisation de tous les secteurs publics que je vais lancer immédiatement. En commençant ou en terminant ou en appliquant la promesse de donner les téléphones à tous les Camerounais. Avec chargeur solaire et une application de l'État qui vous permet de vous identifier. Parce que l'informatisation de l'État va nécessiter que vous ayez accès aux services de l'État. Et si vous n'avez pas ces téléphones ou cet accès aux services de l'État, cette informatisation ne servira à rien et ne va pas atteindre son objectif. Je veux que tous les Camerounais aient accès aux services publics de manière gratuite et très rapidement, sans tracasserie aucune. Et le troisième aspect, le troisième angle, le troisième axe de mon action, ce sera je vais réunir les architectes urbanistes pour élaborer un plan d'urbanisation du Cameroun
qui devra nous permettre de gérer près de 300 000 personnes, 300 millions de personnes. 300 millions. Parce que le Cameroun est à la charnière d'un continent qui a 4 fois la taille des États-Unis et 4 fois son potentiel économique. 2 à 3 fois la taille de la Chine et 2 à 3 fois la taille de son potentiel économique. Le Cameroun est juste à la charnière. Maintenant, ce plan d'urbanisation, je leur demanderai à ces architectes urbanistes, sera basé sur 2 types d'autoroutes. Les méga autoroutes là, que je montre là, qui nous permettront de désenclaver toutes les parties du Cameroun très rapidement. Vous allez construire les routes immédiatement? Oui, mais ce sont les entreprises populaires qui vont le faire. C'est-à-dire l'État fait le plan d'urbanisation. Oui. Et il demande aux entreprises populaires, c'est-à-dire vous, ce sont de nouveaux types d'entreprises qui vont remplacer les entreprises publiques. Parce que là, il faut que vous compreniez que les besoins de financement pour ce genre de choses s'élèvent à plusieurs milliers de milliards. Ici, pour qu'on atteigne, disons, le standard de 1,5 km de route par kilomètre carré, il nous faut à peu près 220 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 30 fois le budget de l'État pour 2025. Et justement, où est-ce qu'on trouve les fonds? Justement, voilà pourquoi on change de modèle de financement. Okay. Ce n'est plus l'État. L'État, lui, n'a pas cet argent. Okay. C'est vous qui avez l'argent, parce que dans les téléphones là que vous voyez, si vous regardez par exemple, vous allez vérifier ceci. En 2023, le volume des transactions mobile money dans les téléphones était de 24 000 milliards. Plus de 3 fois le budget de l'État pour 2025, c'est-à-dire les échanges. En 2025, je suis sûr qu'on a autour de 30 000 milliards. Et plus de presque 4-5 fois le budget de l'État pour 2025. Donc c'est énorme l'argent qui y est. Et ça n'inclut même pas la diaspora. Ça n'inclut pas ceux qui n'utilisent pas les téléphones, au Cameroun déjà, et ça n'inclut pas les entreprises. C'est-à-dire que ça n'inclut pas des opérateurs économiques qui ont énormément de liquidités pour notre économie. Oui. Donc avec les téléphones et l'application de l'État fichier unique, tout ce monde-là sera inclus. La diaspora sera ramenée à financer l'économie camerounaise parce qu'avec l'application de l'État, chacun pourra la télécharger avec la reconnaissance faciale. Oui. Et les gens pourront financer même de l'extérieur. Acheter des actions. Donc les Camerounais devront financer volontairement. Pourront volontairement. C'est intéressant. Ce sera très rentable. Okay. Déjà même, l'État lui-même va se financer avec cette plateforme de financement populaire qui est sur les téléphones. Et c'est ça le modèle de 100 francs. Ce sont les bons du Trésor, par exemple, seront à 100 francs. Ils vont rapporter les intérêts tous les jours. C'est-à-dire, madame, vous avez 200 francs. Au lieu de laisser vos 200 francs pourrir là au bord du lit et vous encombrer, vous allez vous les déposer quelque part au Trésor ou dans une banque où on crédite votre compte. Je pense que les Camerounais n'ont pas de pièces à oublier. Hein. Oh, que si, beaucoup. Parce que ça encombre les gens. Il y a des gens qui ont des sceaux, là, ça ne vous rapporte rien. Non, les pièces sont monnaie rare, littéralement, et sont un peu notre trésor. Donc, pour se déplacer d'un point A à un point B, si tu n'as pas de pièces, ou bien pour t'approvisionner en boutique et tout, on n'a pas d'argent à oublier. Oui, maintenant, mais quand ça dort une seule nuit, sans rien faire, ça ne vous rapporte rien. Je pense pas qu'un Camerounais dorme avec de l'argent sans rien faire. Non, mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Quand vous avez 100 francs dans votre porte, même dans votre téléphone, qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais je l'utilise déjà pour la connexion Internet, c'est un début. Non, vous ne pouvez faire la connexion tous les soirs. Non, très souvent, l'argent qui dort ne sert à rien. Vous voyez? Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que par exemple, cet argent, ces 100 francs-là, vous les preniez, vous achetez un bon du trésor, Et là, le lendemain, vous avez des intérêts qui sont payés sur votre téléphone. Donc l'argent travaille pour vous. Donc avec ce mécanisme d'incitation, les Camerounais pourront acheter les bons du trésor, les actions des entreprises populaires, qui vont justement construire ça très rapidement. Oui, si vous avez 500 francs, vous achetez 5 actions dans l'entreprise qui construit l'électricité. Ces actions vous rapportent en dividendes, mais également elles s'apprécient avec le temps. Okay. Vous pouvez revendre et faire des plus-values. Ou alors vous pouvez les prendre et les mettre en garantie pour monter votre projet. Si par exemple vous voulez agrandir votre entreprise, vous aussi d'ailleurs vous allez en bénéficier. Parce que si vous voulez agrandir votre budget, vous levez les fonds facilement sur la plateforme avec le modèle de 100 francs. Oui. Donc c'est ce qui nous permettra de désenclaver le Cameroun. Et justement, en ouvrant le Cameroun pour le désenclaver, on va en profiter pour faire 2 choses. On va mettre 2 canalisations en dessous des routes. Une canalisation pour transporter tout ce qui est électrique et l'autre pour transporter tout ce qui est liquide. Donc on pourra très rapidement apporter de l'électricité à tous les coins du Cameroun. Voilà ce dont je vous parlais. Parce qu'on va profiter justement des routes pour mettre des canalisations en bas. Et ensuite, les machines, les petits engins vont juste tirer le courant. Pour l'eau, la même chose. On va apporter de l'eau un peu partout au Cameroun, surtout dans la partie septentrionale où ils ont des problèmes d'eau. Et maintenant, on en profite également en ouvrant
en mettant des chemins de fer à lévitation magnétique. Pourquoi la lévitation magnétique? Elle coûte un peu plus cher. Ce sont des trains qui glissent sur les immandes. Elle coûte un peu plus cher, mais elle est très rentable. Parce que les coûts de maintenance sont très bas. C'est presque nul, parce que c'est des frottements. Ça fonctionne à l'énergie électrique, y compris l'énergie solaire. Hein? C'est une technologie propre et c'est très, très rapide. On atteint les vitesses d'avion, 500 à 600 km par heure. C'est-à-dire vous parcourez de telle distance en moins de 3 heures. Vous imaginez la productivité. Ce plan, c'est sur combien d'années? Non, 24 mois on le fait. Parce qu'il y a 2 ans. Oui, oui. Alors, docteur, c'est l'occasion pour nous maintenant de faire un petit diagnostic économique de notre pays. Selon vous, quel est le véritable état de santé de notre économie et quelle est l'urgence économique à régler dès 2025? Notre économie est en très mauvais état. Le taux de croissance, je pense qu'il est de 4-5%. N'est pas très élevé. On devrait être à 2 chiffres au moins. Bon, quand on regarde les aspects sociaux, chômage, bon, il n'y a pas de statistiques fiables, mais on sait que le chômage est très élevé au Cameroun. On regarde le niveau de pauvreté, il est très très élevé également. Oui. Hein? On le voit. Quand on regarde les infrastructures, l'état de route, l'électricité, ainsi de suite, je pense que nous sommes dans un état économique, comment dire, pour rester poli, vraiment inquiétant. Et ce n'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ceux qui sont responsables de cet état des choses veulent être reconduits pour continuer à nous freiner. Parce que nous avons tout pour atteindre les taux de croissance de 2 chiffres. Qu'on ne vous trompe pas. On a les ressources naturelles, humaines et la position géographique. Nous avons tout pour le faire. Mais nous sommes pris en otage par un groupe d'individus qui ne voient pas le Cameroun comme leur pays. Au moindre problème, ils sont contents de dire qu'ils sont allés à l'étranger. Et quelle est dans l'urgence économique? Dans l'urgence ici, c'est déjà de transformer complètement ce modèle économique de développement. Okay. C'est un modèle étatiste. L'État n'a pas assez d'argent pour faire ses projets. Voilà pourquoi je parle du changement de modèle, qu'on bascule vers le modèle de 100 francs, où on fait une division du travail. L'État dit, moi je sais que je n'ai pas assez d'argent, mais vous, le peuple, vous avez de l'argent. Donc on va diviser le travail en 2. L'État prend les 5 secteurs, l'éducation, recherche, culture, le social, la sécurité, la défense et la justice. Les 5 secteurs de l'État. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis l'État, je m'occupe de ça, et je veux bien les faire pour avoir 20 sur 20, ou peut-être 19 sur 20. Ok? Mais 20 sur 20, c'est l'objectif. Le reste, c'est vous qui avez l'argent. À travers vos entreprises populaires, c'est vous qui allez construire vos routes, vos hôpitaux, vos ports et vos aéroports. Tout ce que l'État fera, c'est de faire la planification stratégique et de vous demander de lever des fonds et d'aller faire vous-même. Ces entreprises populaires seront dirigées par des gens que vous allez nommer vous-même, en tant qu'actionnaire, en tant que peuple actionnaire. Vous allez les nommer à travers les téléphones. Parce que dans l'application de l'État, il y aura des modules pour gérer les entreprises populaires. Parce que ces entreprises seront comme les entreprises publiques qui travaillent en partenariat avec l'État pour la construction rapide de nos infrastructures. Mais le président de la République ne pourra pas nommer les dirigeants de ces entreprises parce qu'elles ne seront pas sous son contrôle. Elles seront sous le contrôle populaire. La seule contrainte que ces entreprises auront est qu'elles devront donner des suites favorables aux requêtes du président de la République. Si le président de la République leur dit, par exemple, comme je le ferai, lever 1000 milliards ou 10 000 milliards ou 3 000 milliards pour construire tel tronçon de route, cette entreprise aura l'obligation de le faire. Il y a quelques semaines, le patronat camerounais a demandé aux candidats de replacer l'économie au cœur de leur programme. Mais vous, que dites-vous aux chefs d'entreprise qui doivent faire face à une fiscalité asphyxiante et qui réclament justement une fiscalité plus lisible et plus incitative? Oui, je leur dirais ceci, que moi, candidat Jacques Bougago, j'ai demandé une rencontre, une séance de questions-réponses depuis plus de 3 semaines maintenant, au GECAM. J'ai écrit au GECAM. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas de quoi elles ont peur. Je ne sais pas s'ils sont intimidés. Mais ayez déjà le courage de rencontrer au moins les candidats qui veulent vous rencontrer. Dans le système fichier unique là, dans l'application de l'État là, sur les téléphones, vous avez mentionné. Étant donné que l'État a les transactions de tout le monde, l'État a les transactions de tout le monde, il va simplifier le système fiscal. L'impôt désormais sur le revenu. Bon, il y a l'impôt indirect, la TVA va rester comme elle est, plus ou moins. Mais l'impôt sur le revenu sera basé sur le revenu net.
Et le net va englober presque tout. Tout ce que vous dépensez sera inclus. Si par exemple une entreprise investit 10 milliards sur un projet et elle ne gagne par an que 100 millions ou 1 milliard par an de chiffre d'affaires, l'impôt sera assis sur le milliard moins les 10 milliards qu'ils ont dépensés. C'est-à-dire que le revenu net là sera négatif. Et ce net négatif sera reporté jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que le revenu net devienne positif. Le problème du système fiscal camerounais, c'est qu'il est compliqué. Et du système fiscal en général, il est un peu injuste. Et il a implicitement une double taxation. Donc je vais enlever tout cela. Comment? En m'assurant tout simplement que toutes les dépenses des gens sont défalquées de leurs revenus. Si par exemple vous recevez 100, que ce soit vous ou l'entreprise, vous serez traité de la même manière. Ce sera le même système fiscal pour tout le monde. Parce que tout le monde sera traité comme si c'était une entreprise. Vous recevez 100. Vous dépensez 90 pour vos enfants. Vous êtes taxé sur 100 moins 90. C'est-à-dire sur 10. Exactement comme une entreprise. Vous recevez 100. Vous achetez les actions de l'entreprise qui construit les routes pour 90. Vous êtes taxé sur 10. Malheureusement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous recevez 100. L'État vous taxe sur 100. Après avoir fait certains abattements. Mais il ne prend pas en compte vos dépenses. Toutes vos dépenses. Il ne prend en compte que les abattements sont censés refléter la prise en compte de certaines dépenses. Mais ça ne reflète pas assez. Donc, voilà. Donc, on va simplifier le système fiscal. Tous les impôts locaux, là, il y en a trop. On va les enlever. Il n'y aura qu'un seul pour les revenus, une seule taxe sur les revenus, un seul impôt sur les revenus, qui sera basé sur le revenu net, tel que reflété dans votre fichier unique, dans l'application de l'État. Parce que si vous voulez que l'État prenne en compte vos dépenses, vous devrez dépenser à travers son application. Et ça, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Voilà, il n'y aura pas de frais, il n'y a rien. Non, il n'y aura pas de limite, puisqu'il y a la reconnaissance faciale. Si on veut voir l'origine de vos ressources, on vous invite par visioconférence à vous expliquer sous serment quelles sont vos ressources. Donc voilà comment on va simplifier le système fiscal. Il va tenir sur une page. Il dit une page, l'impôt camerounais. Restons avec les PME qui représentent 90% du tissu économique, mais qui souffrent de lourdeurs administratives et du crédit. Vous, président de la République, quelles sont les mesures que vous prendrez pour libérer l'initiative privée? Pour les entreprises aussi, en particulier, on va harmoniser tous les systèmes d'aide de l'État. Il y a beaucoup de fonds de garantie et beaucoup de choses. On va supprimer tout cela et on va mettre ça dans une seule agence, Agence nationale d'aide aux entreprises, qui sera là pour trouver, en collaboration avec les entreprises, des méthodes leur permettant de mobiliser même encore plus de revenus, plus de financement, y compris peut-être en faisant des garanties, en leur accordant certaines garanties. Maintenant, il y a l'aspect capital humain, le marché du travail. Le marché du travail, la qualité de la formation. Nous allons faire un certain nombre de réformes sur la qualité de la formation au Cameroun. Nous devons notre système éducatif devra produire des gens qui sont essentiellement des innovateurs et des gens qui ont des connaissances du marché du travail. Le problème du système éducatif que nous avons présentement, c'est qu'il ne produit pas assez d'innovateurs et il ne produit pas de gens qui ont des connaissances du marché du travail. Donc, ce que nous allons faire pour l'innovation, dès la classe de 6e, nous allons introduire, parce que les petites entreprises ont besoin d'innovateurs. Là, par exemple, avec votre équipe, vous avez besoin de gens qui innovent, parce que vous aurez des problèmes à gauche, à droite. Vous voulez avoir quelqu'un qui va trouver une solution à un problème imprévu. Oui, et c'est important. Et donc, le système éducatif dès la classe de 6e va pousser les élèves. Nous allons introduire une nouvelle discipline, études indépendantes et initiation à la recherche. Et cette étude indépendante et initiation à la recherche va pousser les élèves à tout le temps faire des autocritiques, à choisir des sujets de recherche sur lesquels ils vont travailler en collaboration avec un enseignant et qui va les conduire à préparer un rapport pour cette étude qu'ils vont présenter à un groupe d'enseignants, juste pour leur donner cet esprit critique, cette faculté d'apprendre par eux-mêmes. Et ce sera le cas jusqu'à l'université, tous les ans. D'accord. Et pour l'adéquation avec le marché du travail, dès la première année d'université, les étudiants auront l'opportunité de faire des stages en entreprise qui seront notés par le chef d'entreprise. Donc l'État va signer des partenariats avec les entreprises pour faciliter justement l'obtention de ces stages.
Présentement, parlons de la dernière section de cette interview qui concerne le franc CFA. Vous proposez qu'on quitte cette monnaie et qu'on adopte le CROU. Oui. 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 Quelle est la vision derrière le CROU que symbolise ce nom? Non, il faut que les Camerounais sachent qu'avant l'occupation allemande, le Cameroun avait sa monnaie, qu'on appelait le CROU. Elle n'avait peut-être pas la forme actuelle, mais c'était l'unité de compte utilisée dans les transactions entre Camerounais, surtout ceux de la côte, et les Européens au niveau de la côte. Et c'est en 1894 que le soi-disant gouverneur allemand, von Zimmer, avait supprimé par un décret, je crois que c'était le 6 avril, avait supprimé le CROU comme unité de compte, comme monnaie du Cameroun, pour imposer le marque du Reich. Ceci après avoir dévalué le CROU pendant plusieurs mois. Les Allemands, à l'époque, un CROU valait 20 Deutschmark. Et les Allemands ne voulaient pas payer le prix du marché pour les produits agricoles camerounais. Ils ne voulaient pas payer le prix du marché. Donc, en supprimant notre monnaie, ce que les Allemands ont fait, c'est qu'ils ont pris le contrôle de notre économie. Donc, ils ont imposé un papier vide qu'ils appelaient Reichsmark, la monnaie allemande. Ils ont pris un papier vide qu'ils impriment à Berlin ou quelque part là-bas pour venir nous l'imposer au Cameroun et prendre le contrôle de nos richesses agricoles. Hein? Et depuis lors, le Cameroun a perdu sa souveraineté monétaire. Nous devons renouer avec ce passé. Nous devons renouer avec cette souveraineté monétaire et c'est ce que je propose. Il sera très facile à mettre en œuvre. La monnaie s'introduit à travers, disons, 4 phases. 4. Et j'introduirai cette nouvelle monnaie en moins de 12 mois. Première phase, la légalisation, le côté légal. La nouvelle monnaie sera introduite dans la nouvelle constitution du Cameroun. Et j'en parle ici plus en détail dès la page, je crois, 220, dans ce livre-là, Cameroun proposition pour un nouveau départ. Donc je ne parle pas en l'air. J'ai pensé tout ça. Hein? Première phase, la phase légale. La nouvelle constitution introduit la nouvelle monnaie du Cameroun. Deuxième phase, et dès le lendemain du 12 octobre, moi, président de la République, j'entame les négociations avec des entreprises spécialisées pour créer au Cameroun une usine qui va battre nos billets et nos pièces de monnaie. Donc, elles ne seront plus battues en France. C'est fini. Ce ne sera plus battu en France. Et la troisième phase de l'introduction de la nouvelle monnaie sera déjà l'ajustement du système comptable. C'est ça la troisième phase, l'ajustement du système comptable. Au départ, on aura une comptabilité en francs CFA et en CROU, avec un taux de conversion de 1000 francs CFA pour un CROU. C'est-à-dire, si vous aviez dans votre compte bancaire 10 000 francs CFA, le relevé de compte bancaire va mettre 10 000 francs CFA dans une colonne, comme avoir, mais également une autre colonne où l'avoir de 10 CROU, pour que vous appreniez pour que vous adaptiez à cette nouvelle comptabilité. Si vous permettez un instant, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, le CROU, le franc CFA, vous êtes en train d'établir déjà les différences, mais comment est-ce que vous allez vous rassurer que cette nouvelle monnaie-là ne va pas causer soit une hyperinflation, soit une dévaluation? Non, on en parle après. Ça, c'est la quatrième. Attendez. D'accord. C'est la troisième. Okay. C'est méthodique. OK? OK. La comptabilité, il faut que les gens déjà s'adaptent à la nouvelle comptabilité. Et pour la simplifier, pour avoir la comptabilité la plus simple du monde, 1000 francs CFA, c'est un CROU. Et donc, dans vos relevés de compte bancaire, par exemple, au bout d'un certain temps, on va vous dire, vous avez 30 000 francs dans votre compte bancaire, vous avez 30 CROU. Donc, en gros, le relevé bancaire, de par la loi, par exemple, sera obligé de vous envoyer un relevé bancaire qui a à la fois le CFA et le CROU. Au bout de quelques mois, on va enlever la colonne CFA pour garder la colonne en CROU. Hein? Ça, c'est la fin de la troisième phase. Maintenant, la quatrième phase, c'est l'introduction de la nouvelle monnaie dans les banques et les machines de retrait d'argent. Vous voyez? Donc, et ça sera introduit rapidement. Tout ça, on peut le faire en moins de 12 mois. Parce que si, dès le 12 octobre, dès le 12 octobre, je commence à négocier avec l'entreprise, avant même de prendre officiellement fonction, j'aurai déjà signé un partenariat avec l'entreprise qui devrait créer au Cameroun. Hein, on peut le faire en moins de 3 mois, une planche à billets. C'est-à-dire une usine qui va fabriquer nos pièces de monnaie et qui va fabriquer nos billets. Okay? On va les concevoir, qui va former nos ingénieurs, nos spécialistes. Et la quatrième phase, justement, celle-là, sera l'introduction même de la monnaie. Maintenant, une fois qu'elle est introduite et que tout le monde commence à l'utiliser, sa valeur sera déterminée, sa valeur par rapport aux autres monnaies sera déterminée par le marché d'échange.
OK. Alors, ça ne dépend pas le marché d'échange. Et maintenant, la valeur d'une monnaie dans le marché d'échange dépend de quoi? De l'offre et de la demande. L'offre de la monnaie est souvent guidée par la politique monétaire de la Banque centrale, qui, elle, a souvent et doit avoir possible le contrôle de l'inflation. Le problème des pays où il y a eu hyperinflation dont on parlait, ce n'était pas un problème de banque centrale. C'était le problème du ministère des Finances, de l'État, qui se finançait avec la planche à billets. Au Cameroun, ce ne sera pas possible. La Banque centrale du Cameroun n'aura pas le droit de financer l'État. L'État devra lever ses fonds dans les téléphones dont je vous parle, à travers la plateforme pour le financement populaire, en émettant des bons du trésor de 100 francs que vous allez acheter tous et qui vont vous rapporter des intérêts tous les jours. L'État n'aura pas besoin de banque centrale. Le ministère des Finances n'en aura pas besoin, il s'en fout. Parce qu'il a beaucoup plus d'argent même sur les téléphones. Et donc, la politique de la Banque centrale du Cameroun sera guidée par le taux d'inflation qui devrait rester en dessous de 5%. Donc, au Cameroun, on n'aura pas ce problème d'inflation. Maintenant, il y a un deuxième problème. Oui. C'est la convertibilité de la monnaie. Nous la garantirons avec une astuce très simple. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'offre et la demande. La demande ici, de la monnaie, sera boostée par une règle constitutionnelle qui va déterminer qu'un certain nombre de biens et services soient uniquement payables en gros. Ces biens incluront les ressources naturelles du Cameroun, les produits agricoles, y compris ceux qui sont transformés, et les produits financiers émis sous juridiction camerounaise. Le président de la République aura le pouvoir d'étendre cette liste, un pouvoir constitutionnel. Il pourra l'étendre par décret. D'accord. Donc, on pourra, nous aussi, en fait, l'État, la Banque centrale pourront aussi contrôler la demande. Et maintenant, je parle là de ressources naturelles et de produits agricoles. Beaucoup de pays étrangers ont besoin de ces ressources naturelles. Ces pays devront désormais les acheter en gros. Comment obtenir ces gros, donc? Ces pays seront obligés de passer par leur banque centrale pour obtenir ces coûts. Et les banques centrales étrangères auront le droit de se financer auprès de la Banque centrale du Cameroun à travers des conventions de licence. Donc la Banque centrale du Cameroun va donner le droit aux banques étrangères de se financer, d'obtenir des coûts sur le marché camerounais, c'est-à-dire d'ouvrir des comptes en cours sur le marché camerounais pour se ravitailler, pour pouvoir acheter des produits du Cameroun. Sous une condition, c'est que ces banques étrangères auront le devoir de vendre à la Banque centrale la monnaie de leur pays contre des coûts au cas où le Cameroun en a besoin. Prenons les États-Unis. Si par exemple ils veulent du pétrole camerounais, ils ne vont plus nous envoyer leurs dollars, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas se faire avoir comme la Russie se fait avoir, ou les Européens, même la France. Si la France veut acheter le pétrole camerounais, la France devra trouver les coûts. Et les banques françaises pourront ouvrir des comptes au Cameroun pour se ravitailler en cours. Mais la seule condition qu'elles auront, c'est que lorsque la Banque centrale du Cameroun a besoin de la monnaie de leur pays, c'est-à-dire de l'euro, ces banques françaises donnent ces euros au taux de change du marché à la Banque centrale du Cameroun. Voilà comment on va assurer la convertibilité de notre monnaie. Oui. Voilà, donc, que les Camerounais n'aient pas peur. On essaie de vous faire peur comme si le CFA était un mythe. Non. Je mets fin au CFA au Cameroun en moins de 12 mois. 12 octobre 2025, je suis président de la République. 12 octobre 2026, le Cameroun a sa nouvelle monnaie. Vous aurez les nouveaux billets dans vos poches. Mon inquiétude, ce n'est même pas l'hyperinflation. Mon inquiétude, c'est que cette monnaie s'apprécie un peu trop. Merci beaucoup, docteur, d'avoir honoré ce rendez-vous. Mais avant de partir, j'aurais une dernière question pour vous. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais, le 12 octobre 2025, devrait se dire « Oui, j'ai très bien fait de voter le docteur Jacques Bougaralpé » ? Parce qu'il verra lui-même, quelques semaines après, comment le pays est en train de changer. Sur le plan politique, la crise de Nozo, ils vont voir comment je vais résoudre ce problème. I'm going to handle it. On va faire cette conférence en public. We'll do it in public. Why just a 3 days conference? Do you think it's enough? Yeah, it's enough because, we have to be strategic. People usually talk too much. Let's be specific. Deuxièmement, il y a le retour de la fierté nationale. La fierté d'être Camerounais qui sera important. Parce que dès que je lance, je sais que les Camerounais sont très jaloux de leur indépendance. Et ce franc CFA est le dernier vestige de l'occupation coloniale française au Cameroun. Et il va tomber dès le 12 octobre. Parce que je suis le seul candidat parmi tous les autres. Les autres en parlent vaguement
Dernièrement, apparemment, on dit que la CEMAC veut sortir, non. Moi, je dis que je sors. Je ne dis pas que je veux sortir. Je sors dès le 12 octobre et je commence la transition monétaire au Cameroun. Et troisièmement, concrètement pour vous, les téléphones et les chargeurs solaires. Je commence les négociations avec les entreprises qui doivent les fournir. Je commence les négociations avec les entreprises. Parce que dès le lendemain, même avant la prise de fonction, il faut qu'on finalise le partenariat. Il faut que chaque Camerounais ait un téléphone. Et je paye ces entreprises sur 4-5 ans. D'accord. J'ai déjà fait le coup. Je les paye sur 4-5 ans. Le contrat de partenariat le dit. Et vous commencez à voir déjà vos téléphones. Et dans les téléphones, il y a l'application de l'État. Vous allez voir vous-même, déjà, sur vos téléphones, comment votre vie commence à changer. Alors, dans le soir du 12 octobre 2025, les Camerounais seraient fiers d'avoir voté le docteur Bougarakbé Jacques. Absolument, 100%. En un mot, parce que, juste en un seul mot. Parce que leur vie changera avec moi et ils regagneront la fierté d'être Camerounais. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, le candidat Dr Bougarakbé Jacques n'a pas que des idées, des propositions. Eh bien, il a un plan pour le Cameroun. C'est une vision prospère, c'est une vision innovante et il n'en reste plus qu'à nous de faire le bon choix, ceci le 12 octobre 2025. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Eh bien, pour plus de contenu sur Citizen Media.